Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire organisé par l'équipe des diététiciens et des producteurs laitiers du Canada. Aujourd'hui, nous avons le webinaire sur les nouvelles perspectives, rôle des produits laitiers pour la prévention du diabète. Je suis directrice de la recherche et nutrition chez les producteurs laitiers du Canada. J'aimerais tous vous remercier aujourd'hui de votre participation à travers tout le Canada. Pour ceux qui parlent français, nous avons la traduction simultanée. La présentation sera en anglais. Si vous souhaitez l'écouter dans la version originale, vous n'avez qu'à cliquer sur l'option langue anglaise en haut de la page à droite. Donc, avant de débuter le webinaire, nous avons quelques instructions. Le Dr Hanley aura une présentation d'une durée de 45 minutes. Ce sera suivi par une période de questions. Durant la présentation, vous pouvez poser des questions en utilisant la boîte de questions en bas du vidéo. Nous allons tenter de répondre à autant de questions que possible à la fin. Avant de débuter, vous pouvez également télécharger la présentation en cliquant sur le lien en bas du vidéo. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier, le Dr Anthony Handley. Il a reçu son doctorat en épidémiologie en l'an 2000 de l'Université de Toronto. Ensuite, il a fait un postdoctorat à l'Université du Texas, Centre des sciences de la santé à San Antonio. De l'an 2000 à 2005, il a été chercheur au Centre de recherche du Mount Sinai, un hôpital de Toronto. Depuis l'an 2005, il a été membre de la faculté au département des sciences de la nutrition à l'Université de Toronto, où il enseigne, fait de la recherche et supervise les étudiants gradués. Le Dr Hanley s'intéresse à la recherche sur l'épidémiologie nutritive du diabète de type 2, ainsi que ses traits sous-jacents, l'obésité, résistance à l'insuline et le dysfonctionnement du pancréas. Il me fait plaisir de donner la parole maintenant au Dr Anthony Hanley. Merci beaucoup, Isabelle, de cette gentille présentation. Merci de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bon après-midi. Je sais qu'il y a des gens de partout à travers le Canada. Tel que mentionné par Isabelle, aujourd'hui, je vais parler des nouvelles perspectives sur le rôle des produits laitiers dans la prévention du diabète de type 2. Nous allons surtout nous concentrer sur la prévention, les événements avant le début du diabète et non pas sur la gestion de la maladie, mais plusieurs des questions traitées auront une pertinence sur la gestion de la maladie des gens qui vivent avec le diabète de type 2. Alors, voici ma divulgation. Beaucoup de ceci a trait aux subventions et financement pour ma recherche. Vous avez ici les agences qui me donnent des financements, des budgets. Voilà. Alors, aujourd'hui, que voulons-nous apprendre? Nous voulons mieux comprendre le rôle des produits laitiers dans la prévention du diabète de type 2. Nous allons tenter de découvrir quelles sont les nouvelles données scientifiques émergentes sur le rôle des produits laitiers dans la prévention du diabète de type 2, acquérir des connaissances pratiques dans votre vie quotidienne. Alors, cela dit, nous allons traiter des questions suivantes. Premièrement, la prévalence du diabète de type 2 à travers le monde et as well as the scientific evidence on the role of milk products in the prevention of type 2 diabetes. As well, we'll explore some potential mechanisms that may be behind the role of milk products in preventing diabetes, and we'll pay particular attention to a couple of issues, namely dairy fats, as well as fermented dairy foods. So let's Parlons de la prévalence du diabète de type 2. Cette image vient de la Fédération internationale. C'est un atlas qui est publié par cette agence sur le diabète. Et voici l'édition la plus récente. Comme vous pouvez voir de par les chiffres à l'écran,
il y a beaucoup de prévalence de diabète à travers le monde et vous avez les chiffres qui indiquent que ça va empirer durant les prochaines décennies. Ce qui est notable, c'est que les plus grandes prévisions d'augmentation sont dans les pays à revenus faibles et moyens. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, en Afrique, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, également que le sud-est de l'Asie, également tous les pays où il y a un profil de faibles revenus sociaux et de faibles revenus sociaux. Alors voici ce qui se passe au Canada. Au Canada, vous avez en mauve la prévalence qui a augmenté à travers le temps au Canada. Ce graphique s'arrête en 2014, mais nous voyons l'augmentation entre 2003 et 2014. Ce qui est intéressant, c'est la ligne en bleu, c'est-à-dire ce qui vous montre l'incidence du diabète. C'est la mesure de l'apparition de nouvelles maladies dans la population. La prévalence, c'est la quantité de maladies à un temps donné. L'incidence, c'est le développement de nouvelles maladies. Vous voyez que la ligne bleue descend légèrement et nous voyons que ça se produit dans plusieurs régions à travers le monde. En fait, il y a un article qui a été publié hier dans le Lancet, un journal sur l'endocrinologie et le diabète qui montre que dans plusieurs pays en voie de développement, il voit que l'incidence est en train d'atteindre un plateau ou diminue. Ça ne signifie pas que nous avons guéri le diabète. La prévalence augmente tout de même, mais il semble qu'on puisse mieux gérer le diabète chez les patients. Il y a quand même l'apparition de nouvelles maladies. Le diabète ne va pas disparaître, il va rester avec nous pendant un certain temps. Il y a quand même des informations prometteuses par rapport à l'incidence. Maintenant, comme on a vu, suite à cet aperçu mondial, l'impact du diabète est plus grave à certains endroits. Ici, vous avez les données de l'Ontario. Ce sont les données administratives de l'Institut des sciences évaluatives, ICES. C'est un groupe basé à Toronto. Vous voyez qu'en Ontario, ceux qui sont d'origine africaine, par exemple, ou des groupes de minorités visibles ont une plus grande incidence de diabète. C'est une diapositive de 2013, mais ce que cet article démontre, je ne le montre pas sur cette diapo, nous avons un temps limité, c'est que le taux d'incidence est assez élevé pour la communauté chinoise en Ontario. Si vous referiez cette étude en Ontario, vous verrez que cela peut-être a augmenté à nouveau. Donc, ce que l'on voit, c'est que le diabète impacte les populations racialisées et marginalisées beaucoup plus que les autres populations au Canada. Alors, mon travail, depuis plusieurs décennies, a été d'établir un partenariat avec les communautés autochtones. Peut-être que certains d'entre vous travaillez dans des communautés autochtones. Le diabète affecte cette population de manière marquée. On parle d'incidence de 3 à 5 fois plus élevée qu'ailleurs. On parle d'incidence à son sommet 2 à 3 décennies plus tôt. On voit des taux plus élevés de diabète pendant la grossesse. On parle de diabète durant la gestation ou dans la grossesse. Également, le diabète avant la grossesse. Cela crée un cycle intergénérationnel. On voit que les enfants souffrent du diabète de plus en plus jeunes, ce qui fait que vous avez des jeunes femmes qui sont en grossesse, qui sont enceintes en présence du diabète. Étant donné qu'il y a eu toute cette exposition, vous avez l'apparition de complications qui va se produire bien plus tôt parmi cette population. Et nous voyons des événements tragiques, incluant un début de dialyse chez des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Cela est plutôt dû à l'héritage du colonialisme, entre autres choses. Bon, maintenant, j'ai mentionné que nous nous améliorons pour gérer la maladie du diabète. C'est vrai, il y a eu des avances cliniques dans la gestion de la maladie du diabète ainsi que dans l'éducation des gens. Cependant, tout n'est pas rose. Cette diapositive vous montre les données du CDC, Centre de recherche des maladies des États-Unis, et ils ont documenté en 2008
après des décennies de déclin des taux de diabète et de ses complications, ils ont vu une augmentation de plusieurs des maladies ou des complications du diabète. Comme vous savez, avant cette crise économique de la pandémie, en 2008, il y a eu une autre crise économique. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, l'accès aux soins de santé. Voilà pourquoi plusieurs de ces complications augmentent, c'est-à-dire que les victoires ont été freinées, si vous voulez. Alors, quels sont les points à retenir jusqu'à maintenant? Eh bien, nous avons quelques bonnes nouvelles. Dans certaines régions du monde, surtout dans les pays occidentaux, on voit qu'il y a un plafonnement de l'incidence du diabète. Cependant, on n'est pas sorti du bois, comme on dit. On voit qu'il y a une hausse de la prévalence que l'on prévoit mondialement au cours des prochaines décennies. C'est les données qui proviennent de l'Atlas. Et le diabète affecte des groupes à risque plus élevé, que ce soit les pays à revenus plus faibles, les populations racialisées et marginalisées. Et nous voyons que quand il y a des problèmes économiques ou d'autres changements dans l'environnement, des complications peuvent être en résurgence. Maintenant, parlons un petit peu des facteurs de risque associés au développement du diabète de type 2. Donc, avant de faire cela, nous allons réexaminer brièvement la pathophysiologie du diabète de type 2. Ici, nous avons une condition assez complexe qui se développe sur plusieurs années ou même des décennies, et ça implique deux troubles pathophysiologiques, la résistance à l'insuline au niveau musculaire, dans le foie, dans les tissus adipeux, combiné avec un dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas qui n'arrivera pas à produire suffisamment d'insuline, ça mène à la résistance à l'insuline. Ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs années ou même des décennies avant le diagnostic clinique du diabète, basé sur les niveaux de glucose élevés ou de glycémie élevée, on a vu que ça empirait durant cette période avant le diagnostic, peut-être 10 ou 20 ans avant le diagnostic. La résistance à l'insuline empire, tout cela empire et on peut le documenter avant le début ou l'apparition du diabète. En termes de recherche, cela nous permet de comprendre les événements précoces qui mènent au début du diabète. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se produisent et qui sont publiées dans la recherche. On parle du lien entre le diabète et les maladies cardiaques ou métaboliques. Alors, on apprend beaucoup sur les intestins et nous savons que dans les intestins, il y a des milliards de micro-organismes qui vivent avec nous dans une relation de symbiose. La distribution et l'abondance de ces micro-organismes sont extrêmement importants à plusieurs niveaux pour la santé ainsi que pour tout l'organisme. Alors, plus tard, nous allons parler du microbiome dans l'intestin. C'est très important. Il y a également beaucoup de travail qui est mené sur ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. La communication entre le cerveau et l'intestin, cela est relié à la régulation de l'appétit, relié à la santé mentale. Nous savons que les gens qui ont le diabète ont un taux plus élevé de dépression, des taux plus élevés de troubles de santé ou même mentaux. Il y a plusieurs raisons qui pourraient l'expliquer, mais l'axe intestin-cerveau nous aide à mieux comprendre ce phénomène. Alors ici, nous avons un aperçu du schéma de l'évolution du diabète à travers le temps. Nous avons plusieurs facteurs de risque que nous pouvons modifier ou non. Cela mène à des phénotypes précoces. On parle de adiposité intra-abdominale, graisse ectopique, le gras qui se retrouve à des endroits où il ne devrait pas être, par exemple dans le foie, et cela mène à l'inflammation, augmentation de la résistance à l'insuline, problème de fonction bêta, ce qui mène à des conditions prédiabète et diabète. Qu'est-ce que ça veut dire, les facteurs de risque modifiables et non modifiables? Il y a des choses qu'on
il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Ce sont des risques, facteurs de risque, l'âge, l'ethnicité, l'historique familial. Nous savons qu'il y a des marqueurs génétiques réplicables pour le risque du diabète de type 2. Plusieurs de ces choses sont reliées au développement des cellules bêta et de la fonction, mais il y a plusieurs facteurs de risque que nous pouvons changer en relation au développement de la maladie. Nous apprenons beaucoup sur le début de la vie. On parle d'origine développementale. Autrefois, on se concentrait dans les études sur les décennies avant le début du diabète chez les adultes. Mais les facteurs de risque peuvent débuter très, très tôt dans la vie. On parle de diabète intra-utérin, risque intra-utérin, tout cela apparaît être très important dans la contribution du risque ou pour la production des maladies telles que le diabète de type 2. Il y a plusieurs styles de vie également qui sont importants. Parmi ceux-là, vous avez le régime alimentaire. Alors, les professionnels de la nutrition ont sûrement lu ce qui a été publié dans les médias sociaux et la réponse à cela par rapport à ces maladies chroniques. Alors, le domaine nutritionnel parfois est présenté comme ignorant lorsqu'il parle à cause de certains résultats qui paraissent être incohérents. Je pense que c'est une sursimplification. Si vous voyez la collectivité, les preuves par rapport à plusieurs thèmes, nous avons des signaux clairs. Certains facteurs du régime alimentaire sont associés à un risque plus élevé de diabète de type 2, d'autres associés à une diminution du risque. Par exemple, nous savons que les risques glycémiques élevés, consommation élevée de boissons sucrées, augmentation de l'indice glycémique. Plusieurs études ont documenté que ça mène à un risque plus élevé de diabète pour ceux qui consomment beaucoup de ces produits. De notre côté, plusieurs aliments sont associés à un risque réduit. Alimentation à base de végétaux. On parle de régime alimentaire où il y a plus de fibres, plus de légumes, plus de produits sains et complets. On parle de la diète DASH, la diète régime alimentaire méditerranéen, AHEI, etc. En plus, on parle de la consommation des produits laitiers qui est associée de manière inverse avec le diabète. Et on va parler de cela maintenant. Quel est le lien avec les produits laitiers? Avant de faire ça, voici un résumé de ce que l'on vient de voir, les points à retenir. Les voici. La pathophysiologie du diabète de type 2 implique des troubles associés à de multiples systèmes. Ceci débute des années ou des décennies avant le diagnostic du diabète de type 2. Il y a plusieurs facteurs de risque qui jouent un rôle à plusieurs étapes de l'évolution de la maladie. On peut modifier plusieurs d'entre eux, ce qui fait que l'on peut mener à la prévention et au traitement. Dans ce contexte, l'alimentation, la nutrition est prometteur. Il y a des facteurs qui jouent un rôle. Et maintenant, nous allons parler justement des produits laitiers dans ce contexte. Donc, avant de considérer les études, je vais vous montrer un petit peu dans quelques diapos les différentes manières utilisées par les scientifiques pour trouver des données probantes, quel est le lien entre les produits laitiers et les résultats. Cela peut être fait de plusieurs façons. Voyez la littérature scientifique et vous verrez toute une gamme d'études, plusieurs perspectives de recherche pour mieux comprendre le rôle des aliments sur les résultats de santé. Nous avons donc des études dites mécanisques. Cela peut exister à travers plusieurs conceptions d'études, que ce soit la culture cellulaire, les modèles animaux, que ce soit les poissons zèbres, jusqu'aux nématodes, en passant par les animaux plus grands. Souvent, on verra les rats et les souris dans ces études. Et il y a également d'autres études humaines qui contribuent à ces données. On va en parler dans les diapos suivantes. On parle d'études observationnelles et études randomisées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a ces deux types d'études? Vous avez les études d'observation ou observationnelles. Dans ces études observationnelles, ça veut dire que l'on aura des études avec cohorte contrôlée, des cas contrôlés. Ça, c'est
ce qui se passe en termes d'observation. On observe les participants, on parle des résultats, à quoi sont-ils exposés, tout cela est mesuré et on suit les gens à travers le temps pour trouver les résultats. Ce genre d'études sont à plus long terme et impliquent un plus grand nombre d'individus que les études randomisées. Cela signifie que l'on va voir les résultats sur les maladies, que ce soit la maladie cardiovasculaire, le cancer, le diabète. Cependant, c'est limité par plusieurs facteurs, ce que l'on appelle entre autres les facteurs confondants. Ça veut dire qu'il y a d'autres variables que l'on n'a pas mesurées, que l'on a mal mesurées, et qui empêchent de bien comprendre les résultats ou l'exposition aux résultats. De l'autre côté, vous avez les études randomisées ou aléatoires. On parle des facteurs de risque ou protecteurs potentiels qui sont attribués de manière aléatoire aux participants. Plutôt que de seulement mesurer cela, on va assigner plusieurs traitements possibles. Cette randomisation peut réduire les problèmes de facteurs confondants. Sur cette base, les essais sont considérés parmi les meilleurs pour les études humaines en ce qui a trait aux résultats. Les études randomisées sont sur plus courte durée, sont plus petites en termes d'individus, du nombre d'individus. C'est parce que ça coûte très cher et donc on verra très peu souvent des essais, surtout dans les études de nutrition humaine où il y aura des résultats à plusieurs niveaux. Ça va être très ciblé. De plus, les participants sont sélectionnés et on verra qui est admissible à ce genre d'études randomisées. De plus, il y a d'autres questions importantes par rapport aux mesures associées à l'apport alimentaire dans les études chez les autres humains. C'est parfois compliqué à mesurer. Alors, j'aimerais premièrement vous rappeler comment on peut mesurer l'apport alimentaire dans les études chez les humains. On parle de rappel de 24 heures, journaux alimentaires, questions de fréquence alimentaire, mesures biochimiques. Voilà les 4 approches principales. Individuellement, où de plus en plus on voit des combinaisons de méthodes, des variations de toutes ces méthodes utilisées dans les études observationnelles, puisque les essais assignent des aliments aux participants. On ne voit pas ces méthodes utilisées tellement, même si parfois c'est utilisé pour mesurer également la conformité. Alors, quelles sont les choses à se souvenir dans les mesures de l'alimentation? Chaque approche a des limites. On parle de rappel sur 24 heures. Ça, c'est excellent pour bien mesurer l'apport alimentaire sur 24 heures ou sur quelques jours. On parle donc que ça permet de mesurer les apports absolus par rapport à l'énergie consommée. Cependant, ces méthodes se basent sur la mémoire, la formation, les dossiers qui sont tenus. Ça prend beaucoup de temps, c'est intensif pour les participants et ça coûte très, très cher dans les grandes études. C'est limité pour avoir une bonne image de l'apport alimentaire sur une grande période de temps. C'est souvent ce qui nous intéresse par rapport à ces maladies. Vous avez besoin de plusieurs de celles-ci pour avoir une bonne image parce que il y a beaucoup de variations dans les apports alimentaires. Alors, il y a les questionnaires de fréquence alimentaire qui ont été conçus en ce sens. Ça vous donne une bonne image de l'alimentation sur une plus longue période de temps. C'est efficace pour les plus grandes cohortes. Cependant, ce n'est pas très bon pour évaluer l'apport absolu, l'énergie, et c'est sujet à des mauvais classements parce que ça n'inclut pas tous les aliments qu'une personne peut manger pendant la journée. Ensuite, il y a les mesures biochimiques. Ça offre certains biomarqueurs, certains avantages. C'est une autre approche. Alors, on peut dépasser certaines de ces limites parce que il y aura des propriétés claires pour inclure, détecter certains de ces problèmes, des choses que l'on manque par les autres méthodes. Et alors, il y a très peu de mesures biochimiques ou de marqueurs qui sont disponibles pour les aliments et les nutriments. Il y a également des questions sur combien de temps ça dure par rapport à l'apport alimentaire. Et c'est donc complexe que d'évaluer cela chez les populations humaines et il pourrait y avoir des questions par rapport à l'analyse. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de
toutes ces questions, ces problèmes que vous avez, ces difficultés que nous avons pour mesurer l'apport alimentaire, le régime alimentaire, cela a des conséquences pour l'interprétation des études. Dès que vous avez une mesure dans une étude humaine qu'il est difficile de mesurer, ça veut dire qu'il y aura la création de bruit par rapport au signal. Parfois, c'est ce que l'on appelle une mauvaise classification, une classification erronée. Cela va diluer les mesures et les associations. Si vous avez un véritable risque relatif associé, quand il y a du bruit, cette mesure peut être diluée. Plutôt que ce soit 5, ça va être 1,5, par exemple. Voilà pourquoi nous avons ce genre de problème dans la littérature sur la nutrition. On pourra avoir des résultats incohérents à travers plusieurs études à cause de cela. Et maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple sur la prochaine diapositive. Avant de faire ça, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Ici, vous avez un exemple de méta-analyse. Vous avez toutes ces lignes qui sont des études de cohortes individuelles. Ici, on examine l'association entre l'indice glycémique et l'incidence de diabète. Donc, quand vous avez ces diamants, ça, c'est les résumés. C'est en bas. Cela résulte de l'analyse de toutes ces études, de toutes ces cohortes. Quand vous rassemblez toutes ces données, quel sera le résumé de toutes ces études? La conclusion. Alors, on va parler de la méta-analyse dans un instant. L'objectif, c'est de vous montrer que la qualité des mesures alimentaires est importante. En haut, vous avez les études de cohorte qui ont utilisé des questionnaires sur la fréquence et qui avaient une mauvaise corrélation par rapport à l'évaluation de l'indice glycémique. On parle ici de norme d'or. Et vous voyez que le lien entre l'indice glycémique et le diabète n'était pas significatif. En bas, dans la deuxième moitié, on voit les études qui utilisent des meilleurs questionnaires à plus grande fréquence, qui ont été bien conçus et mieux gérés. Et par rapport à ce que vous avez en haut, vous avez que ces études en bas, lorsqu'on les résume, ça montre une relation positive entre l'indice glycémique et l'incidence de diabète de type 2. Alors, la qualité des mesures est importante pour bien mesurer l'impact de l'alimentation sur les effets. On a parlé un petit peu des méta-analyses. Ces approches ont des avantages pour comprendre comment on rassemble les données. Souvent, sur les médias sociaux, dans les nouvelles, on parle d'une seule étude. La science ne peut pas être... la science n'est pas possible avec une seule étude. Il faut tenir compte des nouvelles études en tenant compte des anciennes études. La méta-analyse vous permet de le faire de manière systémique en incluant toutes les nouvelles données probantes de manière transparente avec les statistiques qui s'améliorent constamment. En ce qui a trait aux méta-analyses, on peut voir des avancées dans la science des méta-analyses pour mieux comprendre des grands jeux de données. Les désavantages, c'est que les études elles-mêmes ont des limites. Ce sont des limites des études sur les composantes et on trouve ça dans les méta-analyses également. Maintenant, quels sont les derniers développements dans les méta-analyses? Il y a 2 diapos. Je vous ai montré un exemple classique de méta-analyse où vous avez des cohortes qui ont été placées ensemble dans les méta-analyses. Maintenant, les gens ont fait un pas plus loin. Ils ont amélioré les analyses. Je vais vous montrer. Quand on parle de révision des méta-analyses, ça, c'est des méta-analyses de méta-analyses et ce sont des évaluations de méta-analyses qui rassemblent tout cela. Et nous avons des exemples d'évaluation. On va voir ça dans quelques diapos. Il y a, par exemple, un article publié par Alvarez Bueno qui vous donne un aperçu des révisions systématiques par rapport aux produits laitiers et au diabète. Alors, on va voir maintenant quelles sont les données. Qu'avons-nous selon les dernières études observationnelles, selon les dernières méta-analyses par rapport au déclenchement du diabète de type 2. Voici une méta-analyse publiée récemment. Il y en a eu plusieurs qui ont été publiées depuis une décennie. Je vais vous en montrer une ou deux. Ça, c'est la plus récente des méta-analyses. On examine 24 études. Dans cette méta-analyse, on compare un apport
élevé et faible. Et quand vous mettez ça ensemble, premièrement, vous avez les petites boîtes rouges. Ça, c'est dans les études. Alors, vous avez l'intervalle de confiance, les petites lignes, et la ligne verticale, ça représente la valeur d'unité. Vous avez la ligne de non-association. Est-ce que l'on peut voir en bas de la diapositive avec les diamants? C'est le diamant. Ça, c'est le résultat final, le résumé. On parle de 0.91. L'intervalle de confiance n'est pas surimposé. Ça nous montre qu'il y a une association protectrice entre la consommation des produits laitiers totaux et l'incidence du diabète de type 2. Donc, une association positive. Et quand vous voyez les données d'une autre façon, et si vous avez la dose-réponse dans ce graphique, relation dose-effet, y a-t-il une quantité optimale d'apport de produits laitiers? Y a-t-il un point d'inflexion? Ils ont testé cela de manière systémique en utilisant des statistiques linéaires. Vous avez la valeur P qui n'était pas significative. Ils n'ont pas pu dire qu'il y a une non-linéarité significative. Mais vous voyez qu'on parle d'à peu près 500 grammes par jour. Mais bien entendu, ça va varier selon les méta-analyses. Mais l'intervalle de confiance est assez large parce que les données sont plus éparpillées d'un côté du graphique. Cependant, vous voyez que toutes les données sont en bas de 1 et ça montre une relation protectrice, une relation inverse. Ici, nous avons une autre méta-analyse qui examine la consommation totale de produits laitiers un an avant. Alors, c'est le même message qui en résulte. Ici, ils ont examiné, non pas eau élevée, mais plutôt l'apport de 200 grammes par jour et le risque relatif total était en dessous de 1. Vous avez un écart de confiance, c'est pas statistiquement significatif, mais c'est inversement relié au risque de diabète 2. L'avantage de ceci, c'est que dans cette méta-analyse, ils ont pris toutes les méta-analyses publiées depuis 10 ou 15 ans et ils ont examiné tout cela. Voici ce que nous avons sur la diapo. Alors ici, vous avez, ce ne sont pas des études individuelles, ce sont plutôt les résultats de plusieurs méta-analyses sur le même sujet. Vous voyez que dans la partie supérieure de ce graphique, de ce tableau, on voit la comparaison entre apport laitier élevé ou faible. Toutes les méta-analyses, à l'exception d'une seule, montrent une relation inverse entre l'apport total de produits laitiers et le risque de début de diabète de type 2. Si vous faites l'analyse de manière différente, vous voyez par unité de consommation en bas, on parle de 400 ou 200 grammes, mais le résultat est le même. La plus grande majorité des données montrent une relation positive par rapport à l'apport laitier et le diabète. Le plus important, ça c'était l'apport total. Qu'est-ce que les études qui séparent les produits par rapport à l'apport en matière graisseuse élevée ou faible? Qu'en est-il? Ici, vous avez l'article de Bueno qui vous montre un aperçu de toutes les méta-analyses. Vous voyez que pour les produits laitiers à faible gras, vous voyez qu'il y a une relation inverse à nouveau pour plusieurs méta-analyses par rapport au début du diabète. Alors quand on parle de ces produits avec plus de contenu de graisse, c'est un peu différent. Vous voyez qu'il y a une superposition. Ça indique qu'il n'y a pas de signification statistique. Ce n'est pas significatif statistiquement parlant, mais il n'y a pas vraiment de signal de tort, de problème. Maintenant, quand nous voyons le lait et le fromage séparément, vous pouvez voir que pour ces deux produits laitiers individuellement, vous avez le lait en haut. Toutes les méta-analyses ont des points en dessous de 1. Ça montre une relation inverse et toutes sont significatives au point de vue statistique, sauf 2. Et donc, le résultat est le même pratiquement pour le fromage. Maintenant, je ne vais pas parler des autres produits laitiers. On peut lire ces articles. Les données sont disponibles. Vous pouvez aller lire tout ça. Alors, il y a une histoire intéressante par rapport à la crème glacée. Quel est le risque par rapport au diabète de type 2?
Alors, je vais interpréter ça avec prudence. Comme on peut le voir avec la diapo, la majorité de ces données proviennent des cohortes de Harvard qui ont utilisé le même FFQ, le même genre de population. Et donc, vraiment, je pense que l'on doit quand même être prudent par rapport à la crème glacée, même si c'est quand même encourageant ce que ces données nous montrent jusqu'à maintenant, mais il faut être prudent. Alors, donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de ces études observationnelles avec cohorte. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on ne peut pas entrer dans les détails de toutes les études randomisées. Je vais vous en montrer une seule au début. Et vous avez ici une très belle méta-analyse des études randomisées. C'est avec un groupe de la ville de Québec. Ils ont examiné 38 études, ont trouvé quelque chose d'intéressant. Vous avez consommation des produits laitiers élevés versus minimale. Alors, il y a une augmentation de glucose quand vous mettez toutes ces études ensemble. Et pourtant, A1C, c'est la mesure du contrôle glycémique à long terme. La relation, c'était dans le sens contraire. Ça veut dire qu'il y a une réduction de A1C quand vous mettez toutes ces études ensemble. Les études n'ont pas inclus toutes les mêmes mesures. Et il y avait au moins 500 personnes qui ont généré ces observations en termes de A1C. Dans cette méta-analyse, la relation avec les mesures d'insuline, résistance à l'insuline n'était pas significative, même s'il y a une autre méta-analyse plus récente publiée dans Nutrients en 2018 qui démontre une relation inverse significative. Alors, quels sont les points importants à retenir jusqu'à maintenant? Alors, on voit qu'avec les études de cohorte prospective, c'est assez cohérent. Ça indique une relation inverse, donc protectrice ou à tout le moins neutre entre la consommation totale de produits laitiers et le risque de diabète de type 2. Pour plusieurs de ces sous-types, le résultat est le même. On parle de inverse ou neutre, surtout pour les produits à faible teneur en gras. Et je vais parler du yogourt après. Les études randomisées, c'est plus compliqué. Les résultats sont mélangés, différents, divergent pour les mesures associées à la glycémie. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de hétérogénéité dans ces études par rapport à la quantité d'apport de produits laitiers, la qualité de l'étude, le suivi, etc. Donc, c'est des études randomisées très complexes et c'est difficile à mettre ça dans une méta-analyse parce que c'est très, très hétérogène. Alors, quels sont les mécanismes qui peuvent nous aider à mieux comprendre la relation entre l'apport de produits laitiers et du diabète de type 2? Alors, vous savez que dans le lait, les produits laitiers, c'est complexe. Il y a de l'eau, des glucides, des matières grasses, des protéines, des vitamines, des minéraux. Et c'est dans une matrice très complexe, influencée par la transformation, l'homogénéisation, la fermentation, ainsi que par les probiotiques. Plusieurs aspects. On va parler un petit peu de certains de ces aspects. Donc, il y a un très bel article publié il y a quelques années par le Dr. Mosotarian de l'Université de Tufts, où il nous donne un aperçu des divers mécanismes émergents des composantes laitières, des différents éléments de transformation qui impactent les différentes voies, les différents processus pour déterminer les maladies cardio-métaboliques. On n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais c'est un article très complet. Si vous êtes intéressé, allez lire ça. Alors, quels sont les points importants à retenir ici? Les produits laitiers sont complexes. Il y a plusieurs micronutriments, macronutriments, composés bioactifs, une matrice complexe englobe tout cela. Et plusieurs de ces éléments ont montré qu'il y a un impact important sur plusieurs de ces processus relatifs à l'étiologie du diabète de type 2. On parle de l'adiposité, insulinorésistance, insulinosécrétion, inflammation, etc. Il y en a plusieurs. Et il me reste seulement quelques minutes. Je vais parler un petit peu des données émergentes par rapport aux acides gras laitiers, produits laitiers fermentés. Alors, il y a beaucoup de travail où j'ai été impliqué par rapport aux produits laitiers, surtout au sujet des acides gras laitiers.
Alors, le produit laitier comporte une matrice complexe, même si vous examinez les macronutriments, micronutriments, vous voyez que le profil de matière grasse est complexe. Il y a des acides gras saturés que l'on connaît bien, mais ça, c'est déjà complexe. On parle de monosaturés, polyinsaturés. On parle également acides gras trans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces produits gras, dans les produits laitiers, on peut les faire nous-mêmes, on peut les produire dans le corps. Alors, si vous mesurez la circulation sanguine chez un être humain, vous allez trouver des produits gras générés par le corps humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains acides gras qui peuvent être détectés chez les êtres humains qui reflètent probablement la consommation des produits laitiers parce que c'est exogène, ce n'est pas produit par les humains. Vous avez ici une liste de ces produits, je ne vais pas lire tout ça, vous les connaissez, j'en suis sûr, incluant l'acide pentadécanoïque, l'acide margarique, le 9,11-CLA ou ALC. Alors, c'est exogène, ce n'est pas produit par le corps humain. Cela nous donne des biomarqueurs pour mieux comprendre, mieux démarquer les participants par rapport à la consommation de produits laitiers. Ce qui est important de savoir, et on voit ça dans l'article de Mosetarium, c'est que on voit qu'il y a plusieurs de ces acides gras qui pourraient avoir un rôle important à jouer, bioactif. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous savons par exemple que le ACL 9,11 améliore la sensibilité, réduit l'inflammation. On parle de plusieurs effets bénéfiques sur la physiologie. Ces acides permettent également de modifier la sensibilité à l'insuline. On parle du trans 16-1N7. Alors, il y a plusieurs études. Il y a l'étude longitudinale où l'on a mesuré chez les participants avec un protocole pour bien évaluer les changements longitudinaux par rapport à la sensibilité à l'insuline, la fonction bêta avant le début du diabète. Alors, on veut tirer parti de cette fenêtre où vous avez 4 personnes, vous avez les gens avant l'apparition du diabète pour comprendre le développement de ces troubles. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que ces acides gras que nous consommons à partir des produits laitiers sont à plusieurs endroits dans le sang. En collaboration avec mes collègues à l'Université de Toronto, le laboratoire du Dr Basnet a pu séparer ça en compartiments sériques, incluant les phospholipides triglycérides, les esters de cholestérol, ainsi que les NIFA. Alors, quand vous voyez où sont ces acides gras exogènes, quand vous séparez tout cela dans le plasma, les quantités ne sont pas les mêmes et c'est illustré du côté gauche de ce graphique. Du côté droit, nous voyons un graphique de chaleur, comme on l'appelle, c'est que alors que la majorité des acides gras sont en corrélation avec les uns les autres à travers ces différentes catégories, les triglycérides agissent de manière différente. C'est important comme mesure d'apport. Alors, si vous allez utiliser ces acides gras comme biomarqueurs de l'apport, les phospholipides et les esters de cholestérol ont une bonne corrélation avec les apports laitiers dans cette cohorte, alors que les triglycérides, non, il n'y a pas d'association. En passant, ça s'est fait par Kember Centra, un étudiant que j'ai dirigé. Si vous avez les groupes phospholipides en relation à la progression de la résistance à l'insuline et l'insulinosécrétion, c'est associé de manière bénéfique. Comment cela évolue à travers 6 ans. Et maintenant, vous avez ces acides gras. Il y en a 3 qui sont sur cette diapo, qui ont été analysés ensemble dans un effort mondial qui s'appelle le consortium FORCE. C'est un ensemble de méta-analyses par rapport à ces données d'acides gras en provenance de plusieurs études. Vous voyez ici qu'il y a une relation inverse forte entre une concentration plus élevée de ces acides gras ensemble, une plus haute concentration, ou individuellement avec
le début du diabète de type 2. C'est la même chose qu'avec les données de l'apport. Ces biomarqueurs sont reliés de manière inverse avec le début du diabète de type 2. Nous n'avons plus le temps, alors maintenant je vais parler rapidement des acides gras à chaîne ramifiés. C'est quelque chose qui est émergent dans la littérature. Mon groupe est associé, on pourra discuter de cela davantage plus tard, mais éventuellement, ça va être très prometteur à comprendre le lien entre les produits laitiers et le début du diabète. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques diapos sur les produits laitiers fermentés. Alors, on a montré les analyses. Ça, à nouveau, ça vient de Álvarez Bueno, un aperçu de la méta-analyse. Tout ça, ce sont des données en provenance de plusieurs méta-analyses, non pas de plusieurs études, plusieurs méta-analyses qui sont rassemblées sous une seule image. Alors, vous voyez que c'est très cohérent, ce signal. On voit une relation inverse significative entre un apport plus élevé de yogourt et un plus faible de diabète de type 2. Il y a beaucoup de travail encore actuellement pour comprendre pourquoi cela pourrait être le cas. Il y a plusieurs processus, plusieurs voies qui pourraient l'expliquer. Ce que les scientifiques savent, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un impact sur le microbiome. J'y ai fait allusion un peu plus tôt. L'activité dans la littérature scientifique concernant le microbiome, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Ici, vous avez un très bel article publié il y a quelques années. On doit commencer en comprenant qu'il y a des grandes différences dans la composition, l'abondance de diverses espèces de micro-organismes chez les individus obèses et non obèses. Quand vous voyez ce qui diffère par rapport à ces diverses abondances, par rapport à l'impact physiologique, ce qui est important dans le contexte des effets qui vont se produire plus tard par rapport à la maladie, c'est que le phénotype du microbiome chez les personnes obèses va mener à une condition de l'intestin qui fuit, ce qui permet aux toxines de fuir dans la circulation systémique, où ça va lancer une cascade de processus inflammatoires. On parle de déposition de gras, etc., ce qui peut déclencher des troubles cardio-métaboliques. Il y a d'autres aspects par rapport à ce phénotype du microbiome d'une personne obèse. On parle d'effets sur la production dans la chaîne des acides gras, toutes sortes de problèmes qui sont très possiblement importants dans cette discussion. Alors, quels sont les points à retenir brièvement? Les gras laitiers et acides gras exogènes spécifiques sont de nouveaux biomarqueurs qui prennent de plus en plus d'importance. Il y a des études très intéressantes en cours par rapport aux divers mécanismes. On a parlé de l'impact sur plusieurs voies pertinentes du diabète. On parle des produits laitiers fermentés, association inverse constante avec le diabète de type 2. On a parlé du microbiome, l'axe intestin-cerveau. Le microbiome, ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, ça, c'est un domaine de recherche qui se développe très rapidement et c'est possiblement très important par rapport à ce lien entre la nutrition, l'alimentation et les maladies chroniques. Ma dernière diapo, en résumé, depuis 45 minutes, nous avons discuté de tout ceci. Les études de cohorte qui vous donnent un signe constant d'association neutre ou inverse entre l'apport de produits laitiers totaux ainsi que plusieurs sous-types et l'incidence de diabète de type 2. Les études sont parfois difficiles à interpréter et nous avons besoin de plus d'essais pour nous aider à comprendre l'impact de plusieurs de ces produits laitiers séparés sur ces phénomènes en relation au risque de maladies chroniques. Alors, il y a plusieurs mécanismes éventuels qui sont reliés aux produits laitiers, sa matrice, ses composantes, la transformation, etc. Tout cela pourrait mener à des avantages pour la santé. J'aimerais remercier mes bailleurs de fonds, mes collègues, les étudiants qui ont travaillé sur tout cela. Je vous remercie de votre attention.
D'accord. Merci beaucoup, Dr. Hemley. Merci de votre présentation. Je suis certain que ça va aider les participants à mieux comprendre la problématique. Maintenant, nous allons aller vers la période de questions. Allons-y. Nous avons reçu plusieurs questions qui se réfèrent. Alors, combien de portions? On demande combien de portions de produits laitiers par jour seraient bénéfiques. Oui. Alors, c'est une excellente question. Vous savez, en vérité, c'est une question auquel il est difficile de répondre en regardant les études. Quand on parle de ces questionnaires sur la fréquence alimentaire, les gens se demandent normalement quelle est votre consommation quotidienne depuis 3 mois, depuis 1 an, de plusieurs produits laitiers. Ça, c'est en termes de portions. Bon, la capacité pour ces études de bien diviser précisément le nombre de portions par jour, ce qui pourrait être bénéfice, ça c'est difficile de bien mesurer. Ce qui était intéressant par rapport à cette méta-analyse sur la dose-réponse que je vous ai montré, c'est que quand vous rassemblez toutes les études, on voit une réduction marquée du risque jusqu'à à peu près 500 grammes par jour, en reconnaissant que ça, c'est tous les produits ensemble, tous les produits laitiers. Et ensuite, on voit une petite différence par la suite. Alors, on pourra dire avec prudence que 500 grammes par jour, au total, ça semble être le point important, la quantité importante. Il y a une autre étude qui s'est penchée sur les relations dose-réponse linéaire pour certains produits laitiers précis. Alors, ça, c'est dans les annexes de ces articles. Là, ça, c'est plus linéaire. C'est plus linéaire. Ça veut dire quoi? Il ne semble pas qu'il y ait, après 500 grammes, on ne voit pas que c'est plat. Bon, je pense que l'important, c'est que pour mieux répondre à la question, il faut faire de nouvelles études où nous aurons de meilleures indications. Si on fait des études bien menées, on aura une plus grande précision par rapport au nombre de portions par jour. Prochaine question. Dans les études que vous avez présentées, qui montrent que le yogourt est associé avec un risque réduit, est-ce que le yogourt était sucré ou était-il nature ou les deux? Pourriez-vous nous donner une réponse? Oui, certainement. Alors, pour plusieurs raisons. Les méta-analyses ont placé tous les yogourts ensemble. Alors, ce que ça montre, c'est que c'est tous les yogourts confondus, que ce soit le yogourt sucré ou non sucré, avec plusieurs teneurs en produits gras, plusieurs compositions, etc. Et pourquoi c'est comme ça? C'est que, à nouveau, cela revient à comment on a posé la question dans les questionnaires. Alors, plusieurs de ces questionnaires vont poser des questions assez simples par rapport à la consommation. D'autres, surtout dans les pays où il y a une tradition de produits fermentés, eux, ils vont poser des questions plus précises par rapport à différents types de yogourt. Cependant, le mécanisme consistant à rassembler toutes ces données dans la méta-analyse, ça veut dire que les chercheurs doivent coller toutes ces données ensemble pour avoir des catégories plus simples. Un autre problème, c'est que plusieurs de ces questionnaires étaient conçus à un moment où on n'avait pas l'évolution. On n'avait pas toute la gamme de produits de yogourt que nous avons aujourd'hui. Ils posaient des questions plus simples par rapport à la consommation du yogourt. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène, quand vous avez plusieurs types de yogourt en termes de sucre, de teneur en gras, même si vous avez des mesures où il y a un certain bruit, le signal du yogourt, c'est le plus fort parmi tous les produits laitiers. Ça veut dire que peu importe le type de yogourt, à nouveau, le yogourt, plusieurs fois, vous montre une association inverse, bénéfique, par rapport à l'apparition du diabète et probablement l'apparition d'autres maladies chroniques.
C'est intéressant. Nous avons également reçu une question qui ne concerne pas directement ce webinaire. Je pense qu'elle est une question importante quand même. Il y a beaucoup d'attention sur ce sujet récemment. Voici la question. J'entends que que dans la nutrition des vaches, on leur donne de l'acide palmitique. Alors, quel est le genre d'information disponible? Qu'en est-il par rapport à cet acide palmitique? Quels sont les impacts sur le lait? Et je pourrais également compléter peut-être la question ou la réponse. Alors, je pense que c'est important de savoir que cela varie dépendamment de la région, dépendamment de plusieurs conditions qui diffèrent à travers le pays. Donc, alors, les rations alimentaires données aux vaches varient. Elles sont déterminées à chaque production et cela est fait en consultation avec les vétérinaires, avec les experts de nutrition animale qui vont considérer le meilleur régime alimentaire possible pour répondre aux besoins des bovins à tout moment donné. Donc, les producteurs travaillent étroitement avec les experts nutritionnels pour ajuster le régime alimentaire des bovins pour leur donner le meilleur aliment en relation à leur vie, à la lactation, etc. Alors, quand vous avez des aliments qui contiennent des acides palmatiques, ça va être en faible quantité, ça va être de manière ciblée comme supplément alimentaire. Lorsque vous avez un équilibre énergétique négatif, plutôt que, bon, surtout au début de l'étape de la lactation, par exemple, ça pourrait être le cas. Et je suis certain que les participants à ce webinaire savent que l'acide palmitique est un acide gras naturel chez les plantes et chez les animaux à plusieurs niveaux, que cela est présent dans les produits laitiers naturellement. Ça compose un quart du gras laitier et donc il y aura des quantités qui vont varier selon l'apport alimentaire. Il est important que le niveau d'acide palmitique dans le gras laitier va fluctuer naturellement dans un certain écart en considérant plusieurs facteurs incluant ce que mange la vache. Alors, nous avons analysé sur une base quotidienne le profil du lait en ce qui a trait à l'acide palmitique et nous n'avons pas vu qu'il y a une augmentation de proportion d'acide palmitique depuis un an, au-delà à ce que l'on s'attend normalement. Les suppléments d'acide palmitique sont donnés parfois aux bovins à des quantités qui sont petites, typiquement petites, et cela aura un impact modeste en termes de profil d'acide palmitique dans le lait. On estime, selon nos analyses, que l'augmentation d'acide palmitique dans le gras laitier qui est associé dans cette proportion qui est donnée aux bovins, cela sera dans une valeur d'à peu près 3% ou moins de 3%. Voilà, cela couvre cette question. Allons vers la prochaine question. Alors, quelles sont les nouvelles recherches que vous aimeriez mener sur les produits laitiers et le diabète de type 2? Quelle serait votre recherche rêvée? Isabelle, je pense qu'on a vraiment besoin de faire en sorte que les données probantes, bon, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je fais surtout des études observationnelles. Ça, c'est très valable. Ça contribue beaucoup à l'apport de nouvelles informations. Ça complète le casse-tête. Mais étant donné que maintenant nous sommes arrivés au point où nous avons beaucoup d'études avec cohorte, nous avons des méta-analyses, nous avons un signal de ces études qui est assez cohérent. En même temps, nous avons certaines choses qui sont un petit peu controversées par rapport au gras saturé, parfois par rapport à l'addition de sucre dans les produits laitiers. L'urgence en termes de santé publique, si vous voulez, l'urgence clinique, c'est d'avoir des essais de haute qualité qui vont pouvoir permettre de répondre à ces questions. Alors, je travaille avec des collègues qui sont stressés parce que le financement de la recherche
au Canada est difficile à obtenir actuellement. Et donc, pour trouver les bonnes données, nous devons avoir des essais assez grands pour pouvoir avoir des résultats cohérents. Donc, c'est une question de volonté politique, si vous voulez, pour pouvoir lancer ces grandes études. Peut-être que ça pourrait être fait dans le cadre d'un consortium pour pouvoir répondre à ces questions de manière définitive. C'est-à-dire que si on fait une étude randomisée fiable, on pourra répondre à ces questions plus précises. Donc, j'ai foi en ces données basées sur cohorte, mais je dois reconnaître que il y a certaines choses que les études de cohorte ne pourront pas répondre en raison à ces aspects confondants. Alors, on a besoin de données probantes solides. Si on n'a pas ça, on va être en train de tourner en rond avec les gens qui sont fâchés sur les médias sociaux. Alors, ce manque de données, ça permet qu'il y ait des actions de charlatanisme. On l'a vu dans certaines études cliniques. Alors, on a besoin d'études rigoureuses. Ça prend du temps, une étude rigoureuse, mais au bout du compte, on va pouvoir trouver la vérité. Excellent. Tout à fait en accord avec cela. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Nous avons encore beaucoup d'autres questions, mais nous devons conclure ce webinaire. J'aimerais vous remercier, Dr. Yanley, pour votre présentation. Merci d'avoir répondu à ces questions de la part des participants. Et en conclusion, ce serait très apprécié si vous pourriez répondre à notre sondage. Veuillez répondre au sondage pour améliorer nos webinaires. Et vous pouvez également avoir un certificat de participation. Et si vous êtes intéressé à rester informé sur nos webinaires futurs, si vous voulez être informé sur les dernières recherches par rapport aux produits laitiers, je vous invite à vous inscrire à notre bulletin qui est disponible en haut à droite de cette page. Donc, au nom des producteurs laitiers du Canada, merci beaucoup de votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.